Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire des contes de femmes libres, courageuses et sages. Ce sont des histoires venues de contrées du monde entier par Marilyn Plénard et Maëlys Vigourou. Ouvrez ce livre et envolez-vous pour les quatre coins du monde à la rencontre de femmes libres, courageuses et sages. Bâtissez une ville à nul autre pareille avec la princesse du désert. Tremblez pour l'intrépide Wungala qui sauva son fils des griffes d'un démon. Admirez l'intelligence de Rachel qui sut rendre son mari aussi sage qu'elle. Respirez le parfum de la liberté en cheminant aux côtés de la jeune fille qui voulait passer sa vie avec les reines. Enfin, un recueil de contes traditionnels dont les femmes sont les authentiques héroïnes. Alors nous n'allons pas lire tous les contes, mais j'ai déjà sélectionné certains qui viennent de contrées lointaines, dont certaines que j'ai visitées. Par exemple, un conte de Nouvelle-Zélande, un conte d'Australie, que je compte bien lire. Un conte de Sibérie, un conte Tchouktch, la gardienne de troupeau, celle qui voulait passer sa vie avec les reines. En une époque lointaine, l'astre de la nuit était un homme qui portait le nom d'homme lune. Tout comme à présent, il logeait dans le ciel, mais aucune lumière n'émanait de lui. C'est pourquoi, quand il faisait nuit, le monde baignait dans l'obscurité. Heureusement, en cette époque, le soleil brillait déjà, et quand il faisait jour, Homme-Lune contemplait la terre au fil des saisons. Il avait un penchant pour l'automne, lorsque les arbres virent au jaune d'or, que la brume flotte au-dessus des rivières, et que les nomades du Grand Nord se dirigent vers le sud avec leurs troupeaux. Ce fut donc par un jour d'automne, comme Lune, observant les nomades, sentit peser sur lui le poids de la solitude. Désireux de nouer amitié, il descendit du ciel et atterrit sur une plaine où déambulait une harde de rennes. Homme-Lune reprit de la hauteur. Il voulait voir qui conduisait la harde. C'était une jeune fille vêtue d'une chaude pelisse. Son visage, auréolé de cheveux noirs, était une beauté saisissante. En bonne gardienne du troupeau, elle faisait route d'un pas sûr et tranquille, jouant à la flûte un air joyeux. L'astre de la nuit en tomba immédiatement amoureux, lui déclarer sa flamme, l'épouser, l'emmener dans le ciel, y demeurer avec elle pour l'éternité. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Mais comme se montrer subitement, voltigeant dans le vent, risquait de l'effrayer, il préféra redescendre à l'arrière du troupeau et la rejoindre en se frayant un passage entre les bêtes. La jeune fille était escortée par un renne qui, sous une apparence ordinaire, était enchanté. Il parlait le langage des hommes et était au fait de bien des secrets touchant aux illusions, aux métamorphoses et aux prémonitions. Le renne enchanté éprouva soudain une sensation déplaisante. Humant une odeur inhabituelle, il ralentit sur le qui-vive. La jeune fille le regarda inquiète. « Qu'y a-t-il » lui demanda-t-elle tout bas. « Homme-Lune vient te déclarer sa flamme. Il veut t'emmener dans le ciel. Toi, que veux-tu » ? « Moi, je veux rester ici, répondit-elle encore plus bas. L'animal grogna, les rennes s'arrêtèrent. Homme-Lune, bousculant les uns, houspillant les autres,
assez vite, avait rejoint la tête du troupeau. Il s'attendait à découvrir la fille, mais il n'y avait là qu'un renne aux yeux étranges qui veillait sur un petit amas de neige scintillant. Homme-Lune s'en prit aux bêtes. « Où est votre guide? Dites-le-moi, où est-elle » Les rennes, n'étant que des rennes, ne pipèrent mot. Ils se contentèrent, au grognement de leur chef, de se remettre en marche en évitant de piétiner l'amas de neige. Homme-Lune, hors de lui, se jeta de nouveau dans la harde à la recherche de celle qu'il adorait. Le petit amas scintillant frissonna et grandit. C'était la fille que le renne avait métamorphosée en neige. Elle retrouva forme humaine et regagna la tête du troupeau. Le froid s'intensifiait, les bêtes avançaient bravement. Une silhouette au contour flou se dessina dans les ténèbres envahissant la plaine. Un yaranga, la tente des nomades. Les rennes firent halte. La jeune fille frigorifiée se dépêcha d'entrer. La tente était déserte. Elle alluma la lampe à huile posée par terre et se réchauffa les mains. Homme-Lune revenait vers la tête du troupeau quand il aperçut la lueur dansante de la lampe. « Ah, c'est là-dedans que tu te caches » s'exclama-t-il, triomphant. Il se rua dans la tente, mais au lieu de la fille, il n'y avait là que deux lampes, une qui était éteinte et celle à la lueur dansante. « Où es-tu? Où es-tu » marmonnait-il. « Je veux vivre avec toi. Est-ce que tu ne le comprends pas ?» Comme il n'obtenait aucune réponse, l'astre repartit sillonner le troupeau. La lampe éteinte frissonna et grandit. C'était la fille. Elle retrouva forme humaine, sortit sur le seuil de la tente et cria plus fort qu'elle put. « Et toi, ne comprends-tu pas que je veuille rester ici à parcourir l'immensité avec mes rennes, jouant à la flûte les airs joyeux qu'ils aiment ?» Homme-Lune entendit sans écouter et revint à la charge. « Est-ce que je deviens fou ?» gémit-il en constatant que dans la tente, il n'y avait rien d'autre que les deux lampes à huile. Et l'astre, au désespoir, repartit sillonner le troupeau. La fille retrouva forme humaine et sa voix retentit de plus belle. « Ne comprends-tu pas que je ne veux pas vivre avec toi, ni dans le ciel, ni où que ce soit ?» Homme-Lune entendit sans écouter et revint à la charge, mais dans la tente, il n'y avait que deux lampes. Maintes et maintes fois, le manège se répéta. Exténué par ses allées et venues, l'astre de la nuit finit par s'effondrer devant la tente. La fille sortit prudemment, sondant les ténèbres glaciales à la lueur dansante de la lampe. Voyant Homme-Lune qui ne bougeait plus, elle s'accroupit devant lui, lui mit un sac sur la tête et lui ligota bras et jambes. « On dirait que c'est moi qui t'ai capturé, lui dit-elle gentiment. « Libère-moi tout de suite, grommela Homme-Lune. Si je te libère, tu m'attraperas dès que tu auras recouvré tes forces, répliqua la fille, alors que moi aussi je tiens à ma liberté, que je veux rester ici et m'occuper de mon troupeau. » Cette fois, l'astre écouta ce qu'elle disait. Il soupira, le cœur gros. « Je ne t'attraperai pas, tu as ma parole. » « Tu dois également te faire pardonner de m'avoir tourmentée, exigea-t-elle. « Que dirais-tu si j'éclairais la nuit en luisant dans l'obscurité ?» proposa Homme-Lune. Elle enleva le sac qui lui masquait la figure et défit ses liens. « Je dirais que c'est une idée merveilleuse. » Homme-Lune remonta chez lui. Malgré sa tristesse, il tint parole. Et c'est depuis cette époque lointaine que quand il fait nuit, l'astre qu'on appelle la lune luit dans l'obscurité en souvenir de la jeune fille aux rennes. Un conte du Japon, Marume,
jeune lutteur tout en chair, aux mollets pareils à des troncs d'arbres, marchait à larges enjambées sur un chemin forestier. Celui que ses rivaux surnommaient Montagne éternelle se sentait fort, invulnérable, presque immortel. Sur invitation de l'empereur, il se rendait dans la capitale pour affronter les plus grands lutteurs, et lui-même s'estimait de loin le plus grand. Soudain, dans l'ombrage des bois, il distingua une silhouette à quelques mètres devant lui. C'était une jeune fille, sans doute une paysanne qui rentrait chez elle après une journée de labeur. Une mimique espiègle illumina le visage rondouillard de Montagne éternelle. Il s'approcha de la fille à pas de loup et lui chatouilla brusquement les côtes en braillant « Coucou ma jolie ». La fille sursauta et attrapa la main chatouilleuse qu'elle coinça sous son bras. « Oh, oh, je ne peux plus bouger, dis donc », gloussa Montagne éternelle en exagérant sa grosse voix. « Je le sais que tu ne peux plus bouger, » répondit-elle tranquillement. Le lutteur éclata de rire et voulut dégager sa main. Ô surprise, il ne pouvait bel et bien plus bouger. Montagne éternelle eut beau faire, impossible de récupérer sa main, ni de faire ralentir la fille qui avait bifurqué vers un sentier abrupt. « S'il te plaît, lâche-moi. Je suis Montagne éternelle, le fameux lutteur. Dans 3 mois, je me produis en tournoi devant l'empereur. Il faut que je m'entraîne. Je t'avertis, si je me rebiffe, je risque de t'estropier. Et en plus, je n'en peux plus, avoua-t-il, malade de honte. » Feignant l'apitoiement, la fille lui prit la main et bébilla, tel un oisillon. « Oh, pauvre Montagne éternelle, moi je suis Maromet, tu veux que je te porte ? Je ne veux qu'une chose, que tu me lâches la main. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Moi, t'entraîner pour ton tournoi, mais à toi de voir. » La fille lui lâcha la main. Elle était rouge et endormie. Le jeune homme inspecta ses doigts gonflés et se dit qu'il n'avait rien à perdre à suivre celle dont la main frêle avait tout d'un étau. Le sentier conduisait en haut d'une colline. En contrebas, dans un vallon inondé de soleil, une chaumière surplombée par une rizière en terrasse émergeait de la verdure. La fille mit ses mains en visière et s'écria « Ah, voilà maman, elle ramène la vache du pré. C'est l'heure de la traite, mais je ne vois pas grand-mère. Elle doit faire la sieste. Viens, dépêchons-nous. » Et elle dévala la colline. Le lutteur regarda à son tour en direction de la chaumière. La vache ramenée du pré était confortablement installée sur les épaules de maman. Lorsque Montagne éternelle, suant sang et eau, finit par rejoindre les 2 femmes, Maromet concluait le récit de leur rencontre. « Et nous n'avons que 3 mois pour le former. »« C'est peu, » déplora maman en toisant Montagne éternelle. « Ce garçon mange trop et trop riche. C'est pour cela qu'il est mou et ne respire pas la joie de vivre. Il s'entraînera avec grand-mère, car il n'est pas de taille à lutter avec nous. » Montagne éternelle n'en crut pas ses oreilles. Lui mou, lui triste, et le comble pas de taille à lutter avec ses demi-portions, et leur fichue grand-mère au fait où était-elle. Justement, s'appuyant sur sa canne, une minuscule vieille à la mine chiffonnée fit son apparition. Elle semblait ne plus pouvoir arquer, et d'ailleurs elle trébucha sur une souche de chêne. « Cela fait 4 fois ce mois-ci que je me bute là-dedans, » ronchonna-t-elle. L'air songeur, grand-mère contempla la souche, puis brusquement, elle se baissa et l'arracha du sol, racine comprise. Et comme si de rien n'était, elle l'attendit à maman qui la fit voler par-delà l'horizon. C'en était plus qu'assez pour Montagne éternelle. Il se trouva mal et ne se réveilla que le lendemain matin, en
croyant être dans son lit et avoir fait un cauchemar. Il déchanta vite. Sur une table basse inconnue, un simple bol de riz l'attendait. Le jeune homme jeta un coup d'œil sous la table. Hélas, il n'y avait là ni plat de viande, ni jatte de sauce, ni aucune friandise. Au début de son trimestre d'apprentissage, Montagne Éternelle eut 1000 exigences et essuya autant de refus. Tant que grand-mère aura le dessus sur toi, pas question que tu luttes avec moi, mon ami, lui disait Maroumé quand il se plaignait de ne pas disposer d'adversaire à sa mesure. 3 bols de riz par jour, c'est suffisant, mon petit, lui disait maman quand il se plaignait de mourir de faim. Tu dois encore traire la vache, mon tout petit, lui disait grand-mère quand il se plaignait d'être trop épuisé pour s'entraîner avec elle, le soir après avoir travaillé à la rizière. Pourtant, à la longue, les mollets de Montagne Éternelle ne furent plus pareils à des troncs, mais à des piliers sculptés dans le roc. Frappait-il la terre du pied que les gens d'au-delà du vallon, scrutant le ciel bleu, s'étonnaient que l'orage menace. Il se transforma lentement en ce grand lutteur qu'il avait cru être, mais n'avait jamais été. Il troqua la vanité contre l'humilité, la goinfrerie contre la sobriété, la tristesse contre la joie de vivre. Peu avant le terme de son apprentissage, Montagne Éternelle vainquit grand-mère pour la première fois. « Tu es prêt pour ton tournoi, mon tout petit ?» constata-t-elle tout émue. Le lutteur noua sa chevelure en chignon et s'inclina profondément devant grand-mère et maman en signe de son immense respect. Ensuite, il s'inclina devant Maroumé. « Maroumé, déclara-t-il, je t'aime comme un homme aime une femme. Consens-tu à ce que je demande ta main à grand-mère et maman ?» La jeune fille consentit. « Et si grand-mère et maman sont d'accord, je vais m'atteler dès maintenant à la broderie de mon manteau de mariage. Tu reviendras, n'est-ce pas ?» ajouta-t-elle subitement inquiète, « que tu gagnes ou que tu perdes, car tu sais que dans le fond cela n'a pas d'importance. » Montagne Éternelle revint et épousa Maroumé. Peut-être avait-il gagné, peut-être pas. Reste que depuis, quand l'orage menace, les gens d'au-delà du vallon disent, le sourire aux lèvres, « Tiens, Montagne Éternelle s'entraîne avec grand-mère. » Un conte de Pologne, conte juif. Rachel, celle qui rendit son cher mari aussi sage qu'elle. Un roi d'autrefois, fier de lui et par-dessus tout de son intelligence, clamait à qui voulait l'entendre qu'il ne se marierait qu'avec une femme aussi sensée que lui. Un jour, revenant de voyage, ce roi fit halte dans une auberge. L'aubergiste était en train de vanter l'intelligence de sa fille, Rachel. Elle était, d'après lui, capable de résoudre n'importe quelle énigme, si compliquée soit-elle. Le roi, qui ne perdait pas une miette du discours du bonhomme, l'interrompit brutalement. « Je n'aime ni les vantards, ni les menteurs, l'aubergiste. Voici 3 énigmes à soumettre à ta fille. Nous verrons bien si elle est si intelligente. Premièrement, quelle est la chose la plus rapide du monde? Deuxièmement, la plus riche du monde. Troisièmement, la plus précieuse du monde. Si elle le sait, tu auras ta récompense. Sinon, en punition, je ferai saisir ton auberge. Va maintenant. » L'aubergiste rentra chez lui au pas de course. Rachel, sa fille chérie, eut un large sourire en prenant connaissance des 3 questions. « Père, répondit la jeune fille, la chose la plus rapide du monde, c'est la pensée. La plus riche, c'est la terre pleine de vie. Et la plus précieuse, c'est l'amour. » Le roi fut pris d'un affreux doute quand l'aubergiste lui transmit les réponses de Rachel
mesure de gagner la partie et claironna sûr de lui. Puisque ta Rachel me paraît intelligente, qu'elle passe me voir au palais d'ici à 3 jours. Mais il y a un mais, évidemment. Je veux qu'elle ne vienne ni à pied, ni à cheval, qu'elle ne soit ni vêtue, ni dévêtue, et qu'elle m'apporte un cadeau qui n'en est pas un. Il ne fallut à Rachel que quelques minutes pour résoudre ces nouvelles énigmes. « Va, s'il te plaît, dit-elle à son père, me chercher une chèvre costaude et docile, un filet de pêche, et là elle hésita un peu, et 2 colombes dans leur cage. Étonné mais confiant, l'aubergiste alla chercher ce dont sa fille avait besoin. Rachel se dévêtit, s'enveloppa dans le filet de pêche et s'assit à califourchon sur la chèvre. Tenant à la main la cage où roucoulaient les colombes, elle asséna de légers coups de talon dans les flancs de sa monture, qui démarra aussitôt. Et 3 jours plus tard, au palais, « Je suis Rachel », annonça-t-elle au roi qui les recevait, elle et sa chèvre, dans la salle d'audience. « Comme vous pouvez le constater, je ne suis venue ni à pied ni à cheval, et ne suis ni vêtue ni dévêtue. Et le cadeau qui n'en est pas un, s'enquit le monarque d'un ton moqueur. » Rachel leva la cage dont elle ouvrit la petite porte. Les colombes s'échappèrent de leur prison et s'enfuirent par une fenêtre ouverte. Le roi éclata de rire. Voilà en effet un cadeau qui n'en est pas un. Et c'est là que pour la première fois il regarda réellement Rachel. Elle était certainement très intelligente et jolie en plus, si intelligente et si jolie que le monarque en oublia sa fierté. Rachel regarda également le roi. Son visage était harmonieux et contre toute attente, il était charmant et avait l'air aimable. Chacun regarda l'autre une autre fois, et la jeune fille oublia que ce garçon était roi, et le roi oublia que cette fille était celle d'un aubergiste. Ils se regardèrent une 3e fois, et le roi déclara avec solennité : « Rachel, tu es celle que j'attendais. Veux-tu m'épouser ?» Rachel y consentit, mais subitement, le roi se souvint qu'il était roi et il ajouta : « J'exige cependant que tu ne me contredises jamais. » Rachel soupira : « Je ferai comme tu voudras. » Le roi et la fille de l'aubergiste se marièrent. Ils vivaient si heureux que le monarque laissa de côté sa fierté. Et comme il était bon roi, Rachel n'avait pas de motif de le contredire, jusqu'à ce qu'un paysan se présente au palais pour se plaindre. Comme il se dirigeait vers la salle d'audience, il rencontra Rachel, qui voulut savoir l'objet de son mécontentement. « Votre Altesse, lui expliqua-t-il, ma jument a mis bas un poulain sous la charrette de mon voisin. Ce voisin prétend que l'animal lui appartient. Comme je n'étais pas d'accord, ce voleur en a fait appel à Sa Majesté le roi, qui lui a donné raison. » « Sa Majesté a tort, » s'écria Rachel, révoltée. « Ah, j'ai une idée. Va te poster sous la fenêtre de mon mari avec une canne à pêche. Et s'il te demande ce que tu fais là, dis-lui que tu pêches. Et ensuite la femme murmura quelque chose à l'oreille du paysan. Le paysan se posta sous la fenêtre du souverain. Le roi lui demanda ce qu'il faisait là. Le paysan lui dit qu'il pêchait, et le roi s'esclaffa. « Je voudrais bien voir ce que tu peux pêcher sur un sol de marbre. » Et là le paysan récita avec application : « Si une charrette peut mettre bas un poulain, je peux bien pêcher sur un sol de marbre. » Le roi devina qui lui avait dicté sa réplique. Son amour pour Rachel était immense, mais hélas, sa fierté reprit le dessus. Abandonnant le paysan et sa canne à pêche, il alla trouver sa femme. « Tu as brisé notre pacte, lui reprocha-t-il. Pars immédiatement. » Comme elle ne bougeait pas, il répéta : « Pars,
loin de pleurer ou se lamenter, se rendit dans la chambre de son mari et versa un somnifère dans le verre d'eau qu'il buvait le soir avant de dormir. Et ce soir-là, le roi s'endormit si profondément qu'il ne s'aperçut de rien quand Rachel l'enroula dans un tapis qu'elle fit charger dans une carriole attelée d'un cheval et quitta le palais. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, le roi était adossé à un arbre. Un cheval broutait l'herbe, il faisait grand soleil et Rachel le contemplait. « Qu'est-ce que je fais là ?» balbutia-t-il. « Rien, j'ai suivi ton ordre d'emporter ce que j'avais de plus précieux. » Le roi plongea ses yeux dans ceux de Rachel. Il en oublia sa fierté, cette fois pour toujours. « Pardonne-moi, la supplia-t-il. « Je te pardonne, mais il y a un mais, évidemment. Je veux qu'à l'avenir, tu tiennes compte de mes opinions et acceptes que je te contredise. Je te le promets, et je t'écouterai plutôt deux fois qu'une, parce que tu es bien plus sage que moi. Rentrons à la maison, Rachel, ce que j'ai de plus précieux. » Et nous partons en Amazonie colombienne avec un conte d'Ukuna, la toute jeune mère, celle dont la bravoure fit cesser les carnages. On disait qu'il y avait Oma, la tempête infernale, et Maviné, l'arbre diabolique, et aussi Taïn, cette furie de singes capucins, et Berou, l'esprit maléfique à la légèreté de papillon, et bien d'autres, oui bien d'autres, dans une grotte au cœur de la forêt des grands figuiers. Ces créatures, c'étaient les Ho-Oh, des démons cannibales qui déboulaient régulièrement dans les villages pour dévorer leurs habitants. Le vieux Tchériné était leur commandant le plus cruel de la horde. Peu de gens leur échappaient. Pourtant, une femme dont les descendants ont oublié le nom réussit cet exploit. L'histoire débuta un certain soir où les démons se contaient leurs récents méfaits. La vaniteuse Oma décrivait comment elle avait fait déborder la rivière Kotué en soufflotant dessus, quand le commandant, dont l'estomac gargouillait, lui coupa la parole. « On s'en fiche de tes prouesses, Oma. J'ai envie de viande à m'en faire crever la panse, pas vous les gars. » La forêt des figuiers résonna bientôt des trompes de chasse, en coquilles d'escargots géants des Ho-Oh. De où, de où, de où, et ils déboulèrent dans un village dont ils dévorèrent les habitants en un rien de temps. Dommage pour Tchériné et ses complices, ce carnage serait l'avant-dernier qu'ils commettraient. À la même époque, des voyageurs qui remontaient la Kotué en pirogue en direction du village firent halte sur la rive. La femme du chef, qui était du voyage et enceinte de son premier enfant, avait senti les douleurs. Un fils vint au monde. On décida d'établir le campement pour que la jeune mère se repose. Comme les vivres étaient épuisés, les hommes partirent à la chasse, laissant la femme seule avec son nouveau-né. Les chasseurs ne rentrèrent qu'au crépuscule, les mains vides. Hormis quelques fruits, on se les partagea. Chacun se préparait à se coucher, le ventre criant famine, lorsqu'un bruit de mâchoire mastiquant on ne sait trop quoi rompit le silence. Sans mot dire, les hommes empoignèrent leurs lances et se faufilèrent entre les buissons. Ils rapportèrent la dépouille d'un paca, d'une taille comme on n'en avait jamais vu. On fit un joyeux festin, sauf la jeune mère qui ne voulait rien manger, et le chef qui, sous le coup de l'émotion d'être père, n'avait pas faim non plus. Le lendemain, les hommes repartirent à la chasse. La femme, restée au campement, berçait son bébé, quand un gaillard aux cheveux hirsutes s'extirpa du feuillage et s'avança vers elle.
dit qu'il allait mordre, mais il se borna à aboyer. « Les tiens ont tué mon fils. » Elle fut sincèrement étonnée. « Ton fils, je ne sais pas, on n'a tué personne. » L'inconnu la contempla longuement avant de rouvrir la bouche. « Le paca que vous avez mangé, c'était mon fils unique. Cette nuit, la lune sera pleine. Mes frères et moi, nous viendrons le venger. » « Mais je n'en ai pas mangé et mon petit garçon non plus, » se récria la jeune femme. « Même mon mari n'y a pas touché. Il a participé à la tuerie, c'est impardonnable. Quant à ton fils, quoiqu'il soit innocent, j'ai perdu le mien. Est-ce que tu comprends ? » « Je comprends, » murmura la pauvre mère en baissant la tête. Et sans doute comprenait-elle vraiment, car sa sincérité attendrit le haut qui lui révéla la manière d'échapper à la horde. « Dès que tu entendras sonner nos trompes de chasse, de où, il faudra te sauver. » « Merci de ta bonté, mais comment me sauver ? » « En grimpant en haut d'un figuier avec de grosses branches larges qui supporteront ton poids. Écoute-moi, tu devras arracher l'écorce du tronc au fur et à mesure que tu grimperas, même si tu te sens harassé. Le tronc doit devenir parfaitement lisse pour que nous ne puissions pas l'escalader et t'attraper. Fais ce que je te dis et il ne t'arrivera rien. » Pendant que le gaillard hirsute disparaissait dans le feuillage, les chasseurs rentraient les mains vides. La femme courut de l'un à l'autre en hurlant. « Les Ho-Ho, ils vont vous tuer. » Le paca, il était de leur famille. C'est à peine si son mari lui répondit du bout des lèvres. « Tu as fait un mauvais rêve, calme-toi un peu. » Un des chasseurs eut un soupir excédé. « Je suis fatigué, tu dois l'être également apparemment. » Son propre frère crut qu'elle divaguait. « Serais-tu folle ? Occupe-toi de ton fils au lieu de te faire remarquer. » Elle n'insista pas. Les chasseurs allèrent s'allonger dans leur hamac et s'endormirent d'un sommeil pesant. Il faisait encore jour. La jeune femme attacha son fils sur son dos et se mit en quête du figuier avec de grosses branches larges. Quand elle revint au campement, les hommes dormaient à poing fermé. Elle s'assit près du feu de camp, tous ses sens aux aguets. Une clameur éclata au loin. De où. La femme bondit sur ses pieds et secoua les dormeurs, mais aucun ne bougea. Elle sortit du feu un rameau rougeoyant dont elle leur frappa les mollets, mais aucun ne bougea. De où. La clameur amplifiait, mais aucun ne bougea. Elle vérifia que son enfant était solidement arrimé à son dos, puis elle planta ses dents dans le bras de son mari qui se réveilla enfin. « N'entends-tu pas les trompes de chasse ? » lui demanda-t-elle. « Non, je n'entends rien. Rendors-toi, marmonna-t-il. « Lève-toi, » lui ordonna-t-elle d'un ton soudain sans réplique. Et il se leva, les yeux tout bouffis. « Suis-moi, » lui ordonna-t-elle du même ton. Et il la suivit comme un fantôme jusqu'à un gros figuier éclairé par la lune. Elle se mit à grimper. « Grimpe, » lui ordonna-t-elle. Et il grimpa derrière elle. « Arrache l'écorce derrière toi. » Et il arracha l'écorce derrière lui. Ils grimpèrent au plus haut qu'ils purent et se calèrent à la fourche de deux énormes branches. L'homme s'endormit d'emblée, tandis que la femme veilla toute la nuit, son enfant blotti contre elle. Oh, cette nuit d'épouvante, toute de gémissements et plaintes déchirantes, de ricanements et clameurs des trompes. Aux lueurs de l'aube, le couple quitta tant bien que mal son perchoir. Peut-être y avait-il des survivants parmi leurs compagnons. Non, le camp était désert. Les hamacs gisaient à l'abandon. Le feu était éteint. L'enfant réclama le sein. La vie reprenait. Les descendants de la jeune femme ont donc oublié son nom, mais ils n'ont pas
cacher le visage derrière un masque d'écorce de figuier pour que le carnage soit évité. Un conte de Californie conte Monash, les 6 jeunes femmes et la fillette, celles qui se métamorphosèrent en étoiles. Au temps où le monde était neuf, les gens se nourrissaient des herbes, des baies et des fruits que les femmes cueillaient et des bêtes que les hommes chassaient. Un jour de ce temps-là, 5 jeunes cueilleuses du même village, munies de leurs paniers et de leurs bâtons à creuser, fouillaient le sol d'une colline à la recherche de racines. Elles étaient vêtues de tabliers en peau et marchaient pieds nus. Un peu à l'écart, en bordure d'un sous-bois, une 6e cueilleuse déterrait une plante inconnue dont les 2 feuilles luisantes avaient attiré son attention. À la base de la tige, elle découvrit un petit oignon blanc allongé, légèrement renflé. Quelques tapes suffirent pour en enlever les salissures. La jeune femme mordit à 2 dents sans méfiance, et les yeux brillants, elle héla ses compagnes éparpillées en brandissant la tige. « Venez voir, le bulbe de cette plante est un délice. » Les autres accoururent et le petit oignon fut vite englouti. Elles regardèrent autour d'elles. À l'abri du sous-bois s'étendaient de vastes parterres de la plante au bulbe délicieux. Arbustes et buissons résonnèrent bientôt de rire aux éclats. Ce fut à celle qui dénicherait le meilleur emplacement, et à celle qui déterrerait le plus d'oignons, et à celle qui en croquerait le plus, et à celle qui en remplirait le plus son panier. Le soleil se couchait, les cueilleuses oubliaient l'heure, quand l'une d'elles cria « Dépêchons, nos hommes vont rentrer !» Et elles bondirent sur le sentier du village, comme des biches impatientes de partager leurs trouvailles. L'humeur des maris était excellente ce soir-là. La chasse avait été fructueuse. Ils n'avaient qu'une idée en tête, manger quelque chose, et que ce quelque chose soit succulent. Mais à peine avaient-ils franchi le seuil de leur hutte, que les hommes eurent un haut le cœur. C'est quoi cette odeur ? Horreur, c'était de la bouche de leur femme que provenait la puanteur, alors qu'elle secouait sous le nez un hideux petit bulbe, tout en leur soufflant en pleine figure. « Goûte-moi cette merveille, goûte, mais goûte !» L'excellente humeur des maris retomba net. Les avis opposés sur la saveur de l'oignon virèrent à la dispute. Pour conclure, les hommes en colère eurent des mots regrettables. « Tu sens mauvais, c'est insupportable. Allez hop, va dormir dehors. » Enveloppées dans leur couverture en peau de daim, les 6 malheureuses découvreuses du petit bulbe blanc passèrent la plus triste et froide nuit de leur existence. Le lendemain, elles se retrouvèrent de bon matin dans le sous-bois où elles se consolèrent en croquant leurs oignons et en se contant leurs déboires. Le soir, l'humeur des maris était exécrable. Pour la première fois depuis des lunes, ils revenaient bredouilles de la chasse. Et la faute à qui ? À leurs femmes, bien sûr. Les hommes eurent encore des mots regrettables. J'en peste à cause de tes bulbes infects. Le gibier me renifle de loin et d'étale. Allez hop, dehors. Les femmes ne renoncèrent pas aux oignons, et après une 6e nuit à dormir dehors, elles se retrouvèrent comme d'habitude dans le sous-bois. Elles s'étaient vêtues de leurs tabliers et marchaient pieds nus, mais à la place de leurs paniers et bâtons à creuser, elles s'étaient munies de leurs longues cordes magiques, tressées de plumes d'aigle. Une mère avait amené sa petite fille avec elle. Elles sortirent en silence du sous-bois et montèrent la colline. Au sommet, un rocher plat balayé par le vent dominait la plaine. On distinguait en bas leur village de huttes d'écorce dressées en arc de cercle. La mère prit la parole. « Nos maris ne nous aiment plus juste parce que nous raffolons des oignons et qu'eux les détestent.
troisième n'y alla pas par 4 chemins, on n'a qu'à les quitter, et aucune n'eut rien à redire à la proposition. Les jeunes femmes se mirent en rang sur le rocher face au vide. Elles déroulèrent lentement leurs cordes, qui se terminaient à un bout par une large boucle, à l'autre par des crocs. Les femmes virent voler les bouts se terminant par les crocs. Ils s'accrochèrent aux nuages. Les cordes se tendirent, et les bouts qui se terminaient en boucle vinrent se balancer devant les femmes. Elles s'assirent dessus. La petite fille, qui avait grimpé sur le dos de sa mère, se tenait fermement à son cou. Le groupe se mit à battre des mains à l'unisson. Les boucles s'élevèrent. Le rythme des battements s'accéléra, et les cordes tournoyèrent à la façon des busards ayant repéré une proie. Enfin, obéissant aux battements de plus en plus soutenus, les cordes se décrochèrent des nuages, prirent de la vitesse et disparurent dans l'azur. Une fois de plus, les chasseurs rentrèrent bredouilles. Leurs parents les attendaient pour leur annoncer la nouvelle. Ils avaient vu leurs femmes disparaître dans le ciel sur leurs cordes magiques. Les maris délaissés, songeant à ce qu'ils leur avaient fait endurer, furent submergés par la honte. Ils montèrent la colline jusqu'au rocher plat, et assis sur les boucles de leurs propres cordes magiques, ils s'élancèrent à leur poursuite. Les cueilleuses d'oignons parcouraient tranquillement l'espace, en quête d'un endroit accueillant, lorsqu'elles aperçurent leur mari. « Sauve qui peut !» s'écrièrent-elles terrifiées. La plus jeune fille fit une timide suggestion. « Et si on retournait chez nous ?» Mais les autres, même la petite fille, n'en avaient pas envie. « Fuir ne sert à rien », trancha sa mère. Toutes saluèrent sa détermination. On prit à l'unanimité une décision. Quand leurs maris arrivèrent, les femmes firent front et dirent d'une seule voix : « Ne vous approchez plus jamais de nous, nous ne voulons plus vivre avec vous. » Ils se figèrent et les femmes se remirent en route. Les hommes en firent autant, mais ils ne s'approchèrent plus jamais d'elles, se contentant de les suivre à distance. À force de parcourir l'espace, les cueilleuses d'oignons, leur mari et la petite fille se métamorphosèrent en étoiles. Les femmes et la fillette devinrent la constellation des jeunes femmes, ou les Pléiades, et les maris celle des jeunes hommes, ou le taureau. Les 40 danseuses de Haka, conte maori de Nouvelle-Zélande. Celles qui vengèrent la mort du baleineau Tutunui. Le chef Tinirao et sa femme débordaient de joie. Ils avaient un fils. Le petit garçon avait reçu son nom au cours d'une cérémonie dont, selon la coutume, seuls les hommes avaient été témoins. Tous les chefs de clans des îles alentours avaient été invités. Parmi eux, le magicien Kae, qui avait nommé l'enfant Turuuru. Les hommes rentrèrent chez eux sitôt le rituel achevé. Kae, lui, s'attarda, dérogeant à la règle. Mais Tinirao n'émit pas d'objection, bien qu'il dût rester séparé de sa femme tant que le magicien était là. Kae, qui semblait ne plus vouloir retourner chez lui, décida subitement de partir. C'était étrange, car les nuages s'amoncelaient, annonçant la tempête. Accompagné par Tinirao, Kae arrivait sur la grève où était amarrée sa pirogue, quand il poussa une sorte de cri aigu, comme lorsque quelque chose que vous aviez oublié vous revient en mémoire. Au fait, comment va Tutunui? Ah, voguer à dos de baleine, mon rêve. Et il poursuivit comme s'il venait de s'apercevoir du temps qu'il faisait. L'océan est déchaîné, je me vois mal manœuvrer mon bateau. Tiens, j'y pense, et si tu me permettais de profiter du dos de Tutunui. C'était donc cela qu'il mijotait.
songea simplement Tiny Rao. Tutunui était un baleineau. Il était l'ami de Tiny Rao qui le montait souvent pour aller d'une île à l'autre ou tout bonnement passer un moment en mer tous les deux. Il n'est pas en pleine forme, répondit Tiny Rao. Toutefois, je ne briserai pas le rêve de celui qui a honoré mon fils en lui donnant son nom. Je veux juste que tu descendes de Tutunui avant les récifs. Ils sont dangereux vers chez toi. Ce n'est qu'un baleineau, il risquerait de se déchirer le ventre. Tu as ma parole, jura Kae. Je peux facilement nager jusqu'au rivage. Tiny Rao appela Tutunui. Kae monta sur son dos et le majestueux animal bondit joyeusement en direction du large. 2 jours plus tard, Tiny Rao et sa femme, Inite Iwewa, scrutaient l'horizon depuis une falaise. Inquiets, ils attendaient un signe de vie du baleineau. La haute colonne d'air et d'eau expulsait de son évent. Soudain, sans qu'ils s'en expliquent la cause, leurs cœurs se serrèrent. C'était cette odeur épouvantable qui parvenait à leurs narines, celle de la chair de baleine cuite à l'étouffer dans un four d'argile, avec des branches de coromico, la plante qui déteste l'ombre et adore la lumière. Tiny Rao se mit à hurler. Inite Iwewa le prit dans ses bras. Kae n'avait pas tenu parole. Sur la plage d'où Tiny Rao avait admiré pour la dernière fois les gais battements de queue du baleineau, 40 femmes s'apprêtaient à embarquer dans leur Wakatawa, la grande pirogue de guerre. Leur mission, ramener le magicien. Il y avait là Inete Iwewa bien sûr, et Ine Tikatakata, Ine Marekareka et Ine Roka Tauri. Tiny Rao salua leur courage par ces mots. Inete Iwewa, et vous, mes sœurs, et vous, les femmes de mon clan, Kae ne vous a jamais vu. Il ne se méfiera pas de vous parce qu'il n'imagine pas à quel point votre mana, votre force intérieure est tout puissant. Il ne se méfiera pas de vous parce que vous êtes des femmes. L'idiot, mais vous non plus n'avez jamais vu Kae. Pour le reconnaître, il faut le faire rire, car c'est à ses dents de devant, dont l'une recouvre l'autre, que vous saurez que c'est lui. Les femmes étaient d'expertes navigatrices. Au crépuscule, elles débarquaient sur l'île qui avait pour chef Kae. Ce soir-là, un banquet entre hommes était offert dans la maison du magicien. Aucun ne sourcilla lorsque 40 inconnus leur proposèrent de chanter et danser pour eux. Les femmes débutèrent par des chants choraux et des hakas, les danses de groupe. Personne ne rit ni même ne sourit. L'ambiance était morose. L'atmosphère changea quand Ine Tikatakata et Ine Marekareka firent montre de leurs dons hors du commun. Elles savaient faire pleurer de rire en jouant au patokotoko, où les adversaires doivent s'attraper les doigts dans des nœuds coulants. À peine avait-elle commencé que les spectateurs s'esclaffaient en larmes, sauf quelques grognons, dont certainement Kae, dès lors qu'aucun de ceux qui riaient n'avait de dents de devant recouvrant l'autre. Inero Katauri prit le relais. Elle interpréta quantité d'air à la flûte d'os Kohoro, dans laquelle on souffle avec le nez, et marmonna des chansons avec, coincé entre les dents, un bâton pakuru sur lequel elle tapait en rythme. Le but étant de déclencher les rires, elle soufflait trop fort, ou au contraire pas assez, et elle fit tomber le pakuru à de multiples reprises. Les spectateurs bouffaient, se moquant de cette femme qu'ils jugeaient ridicule, et s'il y avait bien une artiste qui savait se rendre ridicule
les anciens perclus de douleur ou amuser les enfants qui ont du chagrin. C'était Inero Kataouri, et ce soir-là, plus que tout autre, puisqu'il fallait faire rire un monstre. Pourtant, aucun des grognons n'éclata de rire. Las, les danseuses interrompirent leurs prestations sous prétexte de se reposer et se retrouvèrent dehors pour se concerter. Une des femmes avait dans l'idée de danser un haka de son invention. Les autres soupirèrent, accablés par leur manque de succès. Tu peux toujours essayer. La femme sauta devant les hommes. Au lieu de chanter, elle débita des phrases belliqueuses. Au lieu de danser, elle frappa le sol du pied et du plat des mains. Elle se cogna brutalement la poitrine et les cuisses. Elle fit de gros yeux qui giclèrent presque de leurs orbites et tordit effroyablement la ligne naturelle de sa bouche. Ses compagnes, d'abord surprises, sautèrent à ses côtés et l'imitèrent avec brio. Le haka taparaï, la danse de posture de guerre sans armes, la manifestation extérieure de la force intérieure et des sentiments partagés, était née. L'assemblée riait à gorge déployée. Un des grognons découvrit ses dents de devant, dont l'une recouvrait l'autre. C'était Caé, elle le tenait. Les femmes cessèrent de s'agiter pour entonner un rotu, cette douce berceuse qui envoûte ceux qui l'écoutent. O mata et tiromae, nana tu wakareua, tu wakamoea emoe. Ô yeux, vous qui me regardez, fermez-vous de fatigue, plongez vite dans le sommeil, dormez. L'assemblée plongea dans le sommeil. Le magicien fut porté jusqu'au waka. Les femmes se lancèrent à l'assaut des vagues. Il faisait nuit, la lune et les étoiles les guidèrent. Quand le lendemain matin, Caé se réveilla, il se crut chez lui, puis il se demanda où il était. Ensuite, il vit Tinirao debout devant lui, qui le regardait d'un œil terrible. Puisqu'on est dans cette partie du globe, nous allons maintenant lire un conte d'Australie, conte Wardaman. Wungala, celle qui sauva son fils des griffes du grand œil. Il y avait autrefois, entre sable et marécage, un sol que la mousson rendait fertile. Après les pluies torrentielles venait le beau temps des récoltes. Hélas, ce temps-là durait bien peu. Les femmes devaient se dépêcher de cueillir et déterrer baies et fruits sauvages, graines, champignons et racines qui finissaient dans les sacs qu'elles portaient autour du cou. Wongala était l'une de ces femmes. Un jour, elle remplissait son sac de ces petites graines noires si abondantes aux abords des fourmilières. Il lui en fallait beaucoup si elle voulait que son pain du bouche aux graines pilées épaississe et soit tout moelleux. Bula, son petit garçon, adorait le pain du bouche. Pour l'instant, il faisait le fou, coursant tout ce qui bougeait, menaçant pour de faux tout animal qu'intriguait sa présence. À chaque fois qu'il tombait sur une fourmilière, Bula se jetait à plat ventre. Qu'il découvre 2 ou 3 graines et il criait victoire. Il y en a plein là, maman. Car à elle, si elle ne répondait pas, Bula s'acharnait. Maman, maman. Wongala se manifestait mollement. J'arrive. Et elle continuait placidement sa collecte. Le ciel était un bleu éblouissant. Le soleil semblait décidé à consumer la terre rouge. C'était une belle journée. Une ombre fugitive estompa soudain les couleurs. Elle se dissipa, mais la jeune femme appela son fils. « Bula, Bula. »« Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as trouvé des graines ? » « Non, pas pour le moment. » Bula se mit à rugir une chanson
jusqu'à ce que Wungala lui fournisse une explication. Parce que quand il y a de l'ombre, le Woulgarou, le grand œil, en profite pour sortir de son antre. Il rampe en silence. Le Woulgarou déteste le bruit, les bavardages et les rires. Mais s'il a faim ou s'il est mécontent, alors il hurle. Mais je chantais, se défendit Bula. Il déteste aussi les chansons. Ceux qui chantent font du bruit, rient ou bavardent. Il les agrippe avec ses pattes griffues et il les mange. L'explication de Wungala n'eut pas l'effet escompté sur le petit garçon. Qu'est-ce que sa mère n'aurait pas inventé pour l'empêcher de s'amuser? Et il se remit à rugir sa chanson, qui se termina en un braillement d'épouvante. Bula hagard décarpit du territoire des fourmis et se réfugia dans les bras de Wungala en sanglotant. Le grand œil, je l'ai vu, il va nous manger. Wungala tourna la tête dans la direction que lui indiquait son fils, et elle partit d'un rire tonitruant. Mon pauvre petit, parvint-elle à dire entre deux hoquets. Quelle imagination! Le grand œil n'existe pas. Je viens de l'inventer pour que tu ne me casses plus les oreilles. Il est là, sanglotait Bula, il rampe. Non, il n'est pas là, affirma Wungala. Ce que tu vois, c'est l'ombre des buissons tanguant sous le vent. L'ombre disparut, et le Woulgarou avec elle. Bula, rassuré, retourna fureter aux abords des fourmilières. Pas trop loin, lui ordonna sa mère. Le Woulgarou était furieux. Cette femme ne le voyait donc pas. D'habitude, les gens le distinguaient parfaitement. Terrorisé, il se mettait à courir, se trompait de chemin, se brisait une cheville. C'était très drôle. Et lui, il n'attendait que cela, qu'il court pour les pourchasser, les rattraper et les manger. Quelle déception! Il poussa un hurlement. Un wallaby effaré bondit dans un fourré. Bula courut à nouveau se réfugier dans les bras de sa mère. Arrête de courir, soupira Wungala. Le grand œil, il a hurlé, il est mécontent et il a faim, bégaya Bula. Il a fait peur à un wallaby. Il ne peut pas hurler puisqu'il n'existe pas, rabâcha Wungala. Ce que tu as entendu, c'est le hurlement de ce cacatoès là dans cet arbre. C'est ce qui a fait peur au wallaby. Aide-moi plutôt au lieu de penser à cet absurde Woulgarou. On va aller se chercher du bois pour le feu et une grosse pierre plate pour piler toutes les graines qu'on a trouvées. Wungala et son fils, pressés contre elle, ramassèrent du bois et dénichèrent une grosse pierre plate. La jeune femme y versa les graines qu'elle broya au pilon. Bula, toujours pressé contre sa mère, s'endormit, bercé par la musique cadencée du broiement. Le Woulgarou n'admettait pas qu'on l'ignore. Il s'approcha si près de Wungala qu'il aurait pu la frôler. Elle, les yeux baissés sur son ouvrage, prit sa gourde d'eau dont elle versa quelques gouttes sur les graines broyées. Wungala malaxa longuement l'eau et les graines. Elle devait obtenir une pâte onctueuse légèrement granuleuse. Le feu avait pris, mais elle dut attendre que le bois soit réduit en braise pour y poser la gamelle où elle avait tassé la pâte. À présent, le pain cuisait lentement. La jeune femme, caressant les cheveux de Bula, regardait dans le vague comme si elle rêvassait. Le Woulgarou ne la quittait pas de son œil unique. Bula se réveilla. L'odeur du bon pain chaud lui avait chatouillé les narines. Mais la première chose qu'il vit, ce fut le grand œil. « Maman, chuchota-t-il, il est là, à côté de toi. » Mais qui? Le grand œil. Il n'y a pas de grand œil. Ce que tu vois, ce sont les dernières fumées s'échappant des braises. Et tu sais ce qu'elles me disent, les fumées.
commença à le faire sauter d'une main dans l'autre pour qu'il refroidisse. Le grand œil agacé s'éloigna à grande foulée, puis il vit volte-face et griffes en avant fondit sur la mère et l'enfant. Bula se cacha la figure avec ses poings. Wengala se leva. On aurait dit qu'elle marchait sans le voir à la rencontre du grand œil, faisant sauter son pain. Quand le Wulgarou fut près de l'agripper, Wungala, d'un geste vif, lui écrasa le pain dans l'œil, tandis qu'il gémissait, tentant d'ôter les miettes qui l'aveuglaient. Wungala détala, attrapa son fils et s'enfuit en le serrant contre sa poitrine. J'espère que ces contes venus des quatre coins du monde vous auront